un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat, co-animée par Aïssa Ben Mekki et Masoud Boujnoun sur Ifriqiya FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour clore cette série portant sur l'islam et la science, nous allons parler aujourd'hui de pratiquement tout ce qui a été dit comme mensonge, signalons-le, sur cette incompatibilité supposée entre l'islam et la science, l'islam et le savoir. Pourquoi est-ce que nous allons aborder ce sujet? Parce que nous sommes face à des mensonges qui ne cessent de revenir de manière pratiquement cyclique. C'est ça le problème. En dépit du fait que bon nombre d'études, que l'histoire, la vraie histoire, a démontré qu'il n'y a jamais eu d'incompatibilité entre l'islam et la science, nous avons des gens qui travaillent sur la revivification, ihya, de ce sujet, de ces mensonges. Une redondance terrible qui consiste à remettre sur la table des thèses qui n'ont aucun fondement. Alors, pour parler de tout cela, comme à l'accoutumée, nous avons avec nous Dr Grieg Hassan, astrophysicien du CRAG, et nous avons avec nous Monsieur Masoud Boujnoun du Haut Conseil islamique. Nous commencerons par vous, Monsieur Boujnoun. Que pourrait-on dire de ce sujet, de ce problème qui ne cesse de revenir? C'est vrai que c'est un problème qui date de pratiquement la rencontre entre l'islam et le christianisme, puisqu'il s'agit généralement de chrétiens et d'orientalistes d'origine, disons-le, chrétienne, donc qui ont forgé des mensonges depuis cette période-là contre l'islam, en prétendant que l'islam est une religion qui est incompatible avec la science, que l'islam repose plus sur le fatalisme, le passéisme, le passé, que sur la recherche scientifique ou le rationalisme, la logique, etc. Donc, nous avons bien sûr plusieurs témoignages de gens de l'Église et d'orientalistes qui ont laissé des propos dans ce sens. Et parmi ces célèbres orientalistes, justement, nous avons le penseur français, comment il s'appelle déjà, qui a fait une conférence à la Sorbonne, Ernest Renan, voilà, exactement, Ernest Renan, qui a fait dans une conférence vers la fin des années du XVIIIe siècle, qui a fait une conférence à la Sorbonne en accusant l'islam d'être l'adversaire de la science. De la science. Okay. Oui. Donc, à cette époque-là, oui. Pardon, il faut préciser aussi que Ernest Renan, déjà à la base, il était raciste. Le problème, c'est que nous n'avons pas une analyse. Et antisémite. Antisémite à outrance. Antisémite à outrance. Et c'est d'ailleurs lui qui disait, je cite là un passage de thèse et antithèse. Alors il était philologue, philosophe, historien, orientaliste. Il disait: l'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile. C'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique. Il haïssait les juifs comme pas possible. De l'esprit sémitique. Pour lui, justement, les sémites sont allergiques et donc il a une allergie, oui. Rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le remettre en face d'une éternelle tautologie. Alors la tautologie, c'est un vice d'élocution par lequel on redit toujours la même chose, selon le littré.
La tautologie, c'est quelque chose que l'on répète. Une redondance. Une redondance, oui. Que l'on ressasse en quelque sorte. Et c'est ça l'un des problèmes de l'esprit européen lui-même. C'est-à-dire que dès lors où quelqu'un qui fait autorité dans un domaine a parlé, tout le monde va suivre. Alors lui, quand il dit, c'est pour le remettre en face d'une éternelle tautologie, entre deux points, Dieu est Dieu, tout simplement. Des propos similaires appuyant justement cette thèse qui veut que l'islam s'est toujours opposé à la science et à la raison ont été émis par l'orientaliste britannique William Muir. Alors Muir, c'était un évangéliste de première. C'est lui qui a écrit une multitude de livres, le califat, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et à la Mecque, et il a été obligé finalement de citer les mérites du messager de Dieu alayhi salam et de les vanter. Et il dit l'épée de Mahomet et le Coran sont les plus grands ennemis de la civilisation, de la liberté et de la vérité que le monde ait connu jusqu'à présent. Et donc là, vraiment, on ne comprend pas comment ces gens-là peuvent-ils dire pareille chose face à des données historiques plus qu'avérées. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'européocentrisme. Oui. Donc, vous avez parlé justement du racisme. Donc, pour les Européens, tout ce qui n'est pas Europe, tout ce qui sort qui est extérieur de l'Europe, extramuros, donc c'est le fanatisme, c'est l'obscurantisme, etc. Donc, on a même essayé de nous imposer des concepts. Par exemple, le Moyen-Âge, pour l'Europe, c'est pratiquement l'obscurantisme, le fanatisme, les guerres. Mais ils sont les seuls à avoir vécu cela. Mais on veut nous imposer que le Moyen-Âge c'est universel. C'est universel, oui. Même alors que pour nous, musulmans, le Moyen-Âge, c'était la période des Lumières. Absolument. Et là, on ne comprend pas non plus comment les Français peuvent-ils parler des siècles des Lumières. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de quoi faire 10 années d'émission sur ce terme, parce qu'on n'arrive toujours pas à l'expliquer. Exactement. Et donc, heureusement qu'en face de Ernest Renan et Muir, il y a quand même même s'ils ne sont pas nombreux, il y a quand même des orientalistes, des penseurs occidentaux qui sont plus ou moins honnêtes et impartiaux, absolument, et qui reconnaissent le mérite de l'islam justement dans ce domaine-là. Donc je peux vous citer à titre d'exemple justement l'un d'eux qui est Claude Farrer, qui est très connu. C'est un membre de l'Académie française qui écrit dans son livre l'an 732 de notre ère. Une catastrophe la plus néfaste, peut-être de tous les Moyen-Âge, s'abattit sur l'humanité. Et le monde occidental en fut plongé pour 7 ou 8 siècles, sinon davantage, au tréfonds d'une barbarie que la Renaissance commença seulement de dissiper, et que la Réforme faillit épaissir à nouveau. Cette catastrophe dont je veux détester jusqu'au souvenir, ce fut l'abominable victoire que remportèrent, non loin de Poitiers, les sauvages Harka, des guerriers francs conduits par le carolingien Charles Martel, oui, sur les escadrons arabes et berbères que le calife Abd-Rahman ne s'y pas concentré assez nombreux. En cette journée funeste, la civilisation recula de 800 années, car il suffit de s'être promené dans les jardins d'Andalousie ou parmi les ruines éblouissantes encore de ces capitales de magie et de rêve que furent Séville, Grenade, Cordoue, voire Tolède, pour entrevoir dans un miraculeux vertige ce qu'il serait advenu de notre France, arrachée par l'islam industrieux, philosophe, pacifique et tolérant, car l'islam est tout cela, aux horreurs sans nom qui dévastèrent par la suite l'antique Gaule, a servi d'abord aux féroces bandits austrasiens, puis morcelés, déchirés, noyés de sang et de larmes, vidés d'hommes par les croisades gonflées de cadavres, par tant et tant de guerres étrangères et civiles, alors que du Guadalquivir à l'Indus, le monde musulman s'épanouissait triomphalement dans la paix sous l'égide 4 fois heureuse des dynasties omeyyades, abbassides, seljourides et ottomanes. À ces Français, le professeur justement
Claude Ferrer pose cette question. Je demanderai ensuite ce qu'il pense de notre victoire de 732 sur les musulmans. Et s'il ne juge pas avec moi que cette défaite d'un peuple civilisé par un peuple barbare fut pour l'humanité entière un grand malheur. Fin de citation. Fin de citation. Malheureusement, c'est une réalité. Il y a, nous avons Lamartine, justement, qui cite que c'est un jour de deuil, justement. Et nous avons d'autres auteurs comme Jules Barthélemy Saint-Hilaire qui en a parlé. Et tout le monde, justement, a regretté le fait que l'islam ne se soit pas établi en France plutôt qu'en Espagne. Parce que ces musulmans-là, ils étaient en France. Docteur Ghalik Hassan, maintenant, que faut-il faire pour sortir, justement, de ce problème? Parce que, actuellement, nous avons une partie non négligeable de nos élites qui sont connectés essentiellement via Internet et les réseaux sociaux à ce que veut la propagande européenne. Et donc, nous sommes toujours face à cela. Que pourrait-on répondre? Que pourrait-on dire à nos élites? Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Comme salam. En fait, comme vous l'avez si bien dit, ces propos, ces analyses, si on veut, ces anathèmes jetés sur l'islam reviennent à chaque fois, c'est périodique, c'est cyclique. Et tout a été fait au 19e siècle, comme l'a si bien dit Oustad Moussaoud Boujnoun. Donc c'est en 1883 et c'est Ernest Renan. Ernest Renan s'est donné l'autorisation au moment de son investiture à l'Académie française de parler de l'islam alors qu'il était spécialiste, c'était un hébraïque, c'était pas un arabisant, il n'était pas orientaliste. Enfin, il était orientaliste, mais pas. Donc, il s'est permis des généralisations, il s'est mis dans un exercice de généralisation terrible et ça a coûté, parce que les manuels scolaires, encore une fois, ont été conçus à ce moment. Donc, c'est pour ça que ça revient à chaque fois, mais c'est une base que. Il y a lieu de faire, j'imagine, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est d'éviter un peu le discours élogieux que l'on voit partout, dans les pays musulmans surtout, où aucun travail d'analyse, de recherche sur l'histoire des sciences n'est fait réellement. Donc, et on est dans l'éloge, donc l'islam c'était ceci, l'islam c'était cela, des généralisations. On ne peut pas répondre avec un simple discours de généralisation, de s'auto-élogier. Donc il faut encourager la recherche et il faut aussi médiatiser le résultat de ces recherches. Par exemple, en Turquie, donc il y a un travail qui s'est fait sur 40 ans. Ça a commencé à la fin des années 70, au début des années 80, par Ikmaeldin Ihsanoglu et son école. Donc, ils ont travaillé... Il y a aussi Sezkin qui a fait un travail. Sezkin, il l'a fait à Francfort. Donc, Sezkin, c'est plus généralisé. Il s'est occupé des sciences islamiques partout. Mais Ihsanoglu s'est occupé des sciences ottomanes. Personne ne croyait à ce concept quand il a commencé. Les gens disaient que les Turcs, c'était des guerriers, des barbares. C'est faux, c'est faux. Ils ne sont jamais. Alors qu'il a démontré, donc c'est un travail quand j'ai vu, il a fait 21 volumes de résultats. Donc c'est des analyses, c'est des manuscrits qu'il a sortis, l'adaptation des sciences, le transfert des sciences depuis la science. Des encyclopédies. C'est un travail faramineux, il l'a fait. Maintenant, reste à faire la même chose ailleurs, dans toutes les parties du monde musulman, et à médiatiser aussi, pour combattre avec des arguments. Parce que ce dont est entaché l'islam par ces gens, donc ce qu'on lui reproche, ça revient toujours, l'intolérance, le terrorisme. Pardon, docteur, je vous coupe. Il y a aussi quelqu'un, un professeur, un savant, qui vivait aux États-Unis et qui a justement écrit des livres sur ce sujet-là, qui a été assassiné, il est mort assassiné aux États-Unis, j'ai oublié son nom. Lui et son épouse, ils ont fait un travail remarquable. Shariati, Mohamed Ali Shariati. Non, pas Mohamed Ali Shariati. Mohamed Ali Shariati, c'est un Iranien. Mohamed Ali Shariati, c'est un philosophe. Non, ça, c'est un savant. Et c'est un arabe qui a fait un travail extraordinaire aux États-Unis. Et il a été malheureusement assassiné. Lui et son épouse dans les années 90, je pense. Les années 90. J'ai oublié son nom. Pour l'Afrique du Nord, il y a le travail qui a été fait par le professeur Ahmed Jabbar.
c'est un travail très important, le résultat est très important. Malheureusement, il n'est pas très médiatisé, sauf bien sûr les conférences du professeur Ahmed Djebbar, mais il contribue. Il a même étendu ses études à l'Afrique subsaharienne, au Sahel. C'est un travail qui est très intéressant, il faut y suivre. Donc, en fait, quand on voit ce qui se passe, les avis donnés par-ci, par-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple qu'a fait Ernest Renan. Il a tout simplement il a transféré le complexe de l'inquisition chrétienne partout dans le monde. C'est comme si que tout le monde a eu son inquisition. Donc tout le monde était contre les sciences, tout le monde était anti-science, c'était le dogme religieux qui primait. Donc, mais on n'a pas de sacerdoce en islam. Donc, sauf tout le monde, sauf ses aïeux, les véritables sauvages. Voilà, quoi. Exactement. Donc c'est un complexe qu'il a développé. Et puis quand on analyse le travail, la méthodologie scientifique qu'ils utilisent, par exemple, ils disent ah oui, mais il faut faire attention. Les grands scientifiques n'étaient pas arabes. Bien qu'ils aient écrit en arabe, mais c'était des Perses, des Turcs, des Turkmènes, des Berbères, des Ibères. Les Maïmonides des gens passent, oui. Exactement, les grands noms n'étaient pas arabes. Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais posons-nous la question. Copernic, Newton, ils étaient tous de la même origine, ils avaient tous la même race. Pourquoi dans un coin, malgré qu'ils ont écrit sous des langues différentes, donc l'un écrit en anglais, l'autre en latin, l'autre je ne sais quoi, mais on les met tous, c'est une seule et même grande famille, c'est un club. Voilà, c'est le club des chrétiens. Que peut-on dire des Occidentaux? La contribution de tout un chacun dans les sciences. Est-ce que la contribution des Espagnols, des Portugais, des Grecs, des Italiens, des Albanais, de tous ces gens est la même quand on compare avec la contribution anglaise, française, allemande, etc., italienne même? Pourquoi, par exemple, la Renaissance s'est arrêtée en Italie? Il y a eu un développement à la Renaissance. Tout a commencé en Italie. Mais par la suite, il n'y a eu rien en Italie. Après Galilée, qu'est-ce qu'il y a comme nom? Il n'y avait rien eu. Pourquoi on ne pose pas les mêmes questions? Ce qu'on reproche aux musulmans, on ne fait pas le même. On l'admet pour les autres. Voilà, pour les autres, on met tout le monde dans le même sac. Et là, on veut diversifier, on veut casser un peu les liens, on veut catégoriser, on veut classifier. Mais de l'autre côté, on met tout le monde. Parce que quand on met tout le monde dans le même paquet, ça donne plus de puissance, ça donne plus d'impact. Oui. Donc, c'est ça, essayons d'analyser de la même façon. On voit qu'il y a très peu d'objectivité. Les critères ne sont pas les mêmes. Donc, on a des critères qui sont à géométrie variable. Et on veut, quand on parle, on donne ce semblant d'objectivité, ce semblant de neutralité. Donc, quand ils écrivent très bien. Donc, ils arrivent des fois même à nous convaincre nous-mêmes. Oui. Et quand on va aux causes, par exemple, pourquoi il y a eu la cause du déclin des sciences chez les musulmans? Là, il n'y a pas d'analyse objective. On ne parle jamais, par exemple, du déclin démographique qu'il y a eu à cause de toutes les épidémies répétitives qui revenaient dans le monde musulman. Mais de l'autre côté, oui, le boom démographique est très important au Moyen-Âge, quand on a posé la question à Eco, comment il s'appelle, le fameux penseur italien, donc Umberto Eco. On lui a posé la question, qu'est-ce qui a créé la civilisation occidentale? Il a dit tout simplement la découverte des légumes secs. C'est un apport en protéines très important, on l'a ramené d'Amérique latine, ça a donné des protéines à la peuplade qui n'avait pas accès à la viande, à la population, donc aux gens à la plèbe comme nous. Donc, ils ont eu un accès à une source de protéines. Ça a augmenté l'espérance de vie et ça a donné la Renaissance, ça a donné la révolution industrielle. Donc, c'est une analyse merveilleuse. Elle est claire, elle est limpide. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais on comprend donc tout de même qu'il y a des causes essentielles. Mais on ne fait pas le même type d'analyse pour le monde musulman. Plus, pourquoi on excuse souvent, dans les livres d'histoire des sciences, on excuse les Romains? Quand on arrive à la partie romaine, quand même les Romains sont restés 8-9 siècles
ils étaient maîtres des mers, ils étaient maîtres des Absolument. terres, mais ils n'ont aucune contribution à la science. Rien. Rien, absolument rien. Mais oui, les Romains, ils étaient plus inclinés, ou ils avaient plus tendance à être dans l'architecture, dans les ceci, cela. Pourquoi on ne leur fait pas leur procès? Oui. Pourquoi les Byzantins? Les Byzantins parlaient grec. Et ils avaient les bibliothèques de l'Antiquité étaient chez eux à Constantinople. Pourquoi il n'y a pas eu de développement scientifique? Pourquoi on ne leur fait pas leur procès? D'ailleurs, nous avons vu dans l'émission précédente que les califes musulmans ont déclaré. Ils ont demandé ces livres-là, justement, les manuscrits que les rois byzantins avaient chez eux et qui étaient pratiquement délaissés, presque en voie de disparition. Ils étaient scellés, ils ont les sauvé, bibliothèques, ils ont sauvé ce sauvés. patrimoine. Et là, on arrive au dernier mythe. Donc, même ceux qui, à la fin, ils sont obligés d'admettre. Donc, ils vont, oui, mais la civilisation musulmane n'a fait que transmettre, que transférer. Donc, et ce n'était pas, on vous dira toujours, ils ont ça, subhanallah. Oui, il est indéniable que les musulmans contribuent, mais c'était pas la seule source. Hein, c'était pas la seule source qui aurait permis aux sciences. Mais les musulmans ne disent pas que nous sommes les seuls dépositaires de la science. Hein. Non. Donc ils n'ont jamais dit ça. Donc, bien sûr, au contraire, bien sûr. c'est tout à leur honneur. Hein. Absolument. Exactement. Donc, il faut revenir à, mais il faut aussi avoir cette indépendance d'esprit et de voir les choses de la même façon pour tout le monde quand on veut faire. Bien sûr. Sinon, on ne pourra jamais comprendre. En tous les cas, il y a une chose est sûre. Mais c'est délibéré. Oui, bien sûr. C'est que, quoi qu'ils disent, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'islam une persécution d'un savant pour sa science. Parce qu'il est savant et parce qu'il a découvert il a fait une découverte là. Il y a eu des persécutions, au contraire, mais pas à cause de faites par des scientifiques ou Exactement. des gens qui étaient dans les connaissances de manière générale, la rationalité, etc. contre les théologiens. Absolument. Pas l'inverse. Et dernièrement, donc ça fait quelques années, il y a même une tentative qui se fait. Il y a une tentative de sécularisation de l'islam. Donc il y a plusieurs façons, des gens qui sont surtout de l'église évangéliste. Donc ils organisent des manifestations, ils invitent, il y a même des Algériens, il y a des noms qu'on connaît, qui ont assisté. Donc, et le but, c'est la sécularisation de l'islam. Donc c'est suivez nos pas. Oui. Donc suivez nos pas. On ne peut pas vous suivre parce que ce que vous faites dans le monde n'est pas, vous n'êtes pas très fiers de ce que vous avez fait en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Donc, vous avez conditionné les gens. Donc, on n'a pas à suivre vos pas. Donc là, on arrive aussi à la grande question. Est-ce que la science est universelle ou pas? Oui. C'est ça. Parce que quand ils disent que oui, pour accéder à cette science, il faut penser comme nous, il faut parler comme nous, il faut écrire comme nous. Et à la fin, même si on fait tout ça, ils vous diront il faut être nous. Oui. Sinon, vous ne pouvez pas. Là, on est toujours dans la logique de l'européocentrisme. Donc l'Europe, c'est le centre du monde. Exactement. Et voilà, et tout le reste est... Et là, quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé, par exemple, en Amérique latine, donc que disaient les gens, les autochtones, ils étaient chez eux, donc il y a le colonialisme qui arrive, et qu'est-ce qu'ils leur disent? Que disent maintenant actuellement les autochtones? Ils disent quand les Espagnols et les Portugais sont arrivés, on avait les terres, ils ont ramené la Bible. C'est Jomo Kenyatta l'ancien président du Kenya. C'est lui qui a dit ça. Lorsque nous sommes réveillés, donc ils ont pris il a dit non. Ils nous ont laissé il a dit quand ils sont venus, ils avaient leurs évangiles ou leur Bible entre les mains, nous avions nos terres en notre possession. Exactement.
Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on les a rouverts, on s'est retrouvés avec leurs évangiles entre nos mains et nos terres entre les leurs. Il ne faut pas oublier aussi ce que les Européens ont fait. Justement, vous avez parlé de l'Amérique latine. Ce qu'ils ont fait en Amérique latine. Les civilisations des Incas, des Aztèques, etc., elles ont pratiquement disparu, alors que c'était des civilisations. Oui, pratiquement comme la civilisation égyptienne. Alors, heureusement que c'était les musulmans qui ont conquis l'Égypte. Sinon les autres auraient tout détruit. Absolument. Heureusement aussi que ce sont les musulmans qui ont découvert les Amériques. Sinon, vous savez, j'ai là justement un témoignage de John William Draper, un historien américain qui a écrit un livre en deux volumes, très intéressant, qui s'intitule l'histoire du développement intellectuel de l'Europe. Il dit: là, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les musulmans ont pris des autres, et les califes ont joué ce rôle, on va dire, de pan, ils ont essayé de se rapprocher des autres à travers la science. Il dit, en mathématiques, les Arabes, c'est les musulmans, reconnaissaient tout ce qu'ils devaient aux philosophes de la Grèce et de l'Inde. Mais ils s'avancèrent beaucoup plus loin qu'eux. Les califes asiatiques avaient tout fait pour se procurer des traductions d'Euclide, d'Apollonius, d'Archimède et des autres géomètres grecs. El-Ma'moun, dans une lettre à l'empereur Théophile, lui exprimait le plaisir qu'il aurait de le visiter, si ses devoirs publics le lui permettaient. Il lui demande de permettre que Léon, le mathématicien, vienne à Bagdad, lui communiquer une part de sa science, lui donnant sa parole qu'il le lui renverrait promptement et sain et sauf, que la différence de nos religions et de nos nationalités, lui disait le calife, ne vous empêche point d'accéder à ma prière. Accordez-moi ce que l'amitié accorderait à un ami. En retour, je vous offre 100 livres d'or, une alliance perpétuelle et la paix. Et là, John William Draper nous dit, fidèle aux instincts de sa race et aux traditions de sa capitale, le monarque byzantin répondit avec arrogance que la science qui avait illustré le nom romain n'appartiendrait jamais à un barbare. Alors, le problème, c'est que nous sommes toujours face au même sentiment. À la limite, les musulmans n'auraient rien fait. Il est tout à fait admissible que vous rapportiez les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été. Mais mentir délibérément au nom d'une science que certains, et qui font partie justement de la classe, de l'élite européenne qualifiée d'islamophobie savante, ça franchement, ça commence à nous exaspérer. Mentir comme ça, délibérément. Et alors, on vous dit, oui, moi ce qui me tue le plus, c'est que vous allez parler d'islam. Vous allez parler justement de l'apport des musulmans. Vous dites, telle année, voilà, un tel, Ibn al-Athir, je ne sais qui, le Saoudi, n'importe quel historien dit, ils vous disent, oui, mais attendez, ça c'est un historien arabe. Ah bon? Et où est le problème? Non, c'est fait, vous savez, c'est les musulmans, les arabes ne font pas dans la méthode historique. C'est beaucoup plus, comment il s'appelle? Celui qui a fait le fameux gesta franco-roume. Un troubadour de première qui devient historien de je ne sais quoi et qui a passé son temps à médire du messager de Dieu à telle enseigne qu'un certain G. Wells, c'est un grand nom de l'orientalisme, a dit finalement, j'ai oublié son nom. Isidore de Séville, non? Non, un pseudo-historien. Il a dit, finalement, il a reconnu qu'à chaque fois qu'il entendait quelqu'un médire du messager de Dieu, il transcrivait, il écrivait, et avec le temps, c'est devenu une vérité absolue. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, le pacte de Médine, chaque fois que vous le citez, il y a des gens qui vous disent « Ah oui, mais nous n'avons aucun manuscrit, aucune source rapportant ces faits. » Ah bon, vous voulez des manuscrits? Et moi, ce que j'aimerais comprendre, comment pouvez-vous persister à rester dans la chrétienté alors que vous n'avez pas de manuscrits?
Ce que vous avez remonte à 4 siècles après Jésus, alayhi salam. Et moi, je peux vous donner un manuscrit qui s'intitule l'Évangile de Judas, qui vous donne une version tout autre de vos évangiles canoniques, de l'histoire de Judas l'Iscariote. Pourquoi ils disent que c'est un apocryphe? Pourquoi cet évangile serait-il apocryphe alors qu'il est antérieur à ce que vous avez? Pourquoi ce que vous avez est plus authentique? Et pourquoi vous qui avez, par exemple, des livres dits religieux ou écritures saintes qui remontent au maximum à 4 siècles après Jésus alayhi salam, pourquoi faites-vous toute une campagne pour essayer de remettre en question Sahih al-Bukhari qui, selon certaines études, remonterait au 4e siècle après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même le Coran, il est remis en question. Le Coran, le problème, c'est qu'ils eux-mêmes ont des manuscrits qui remontent à maximum 35 ans après le messager de Dieu. Mais ils sont conformes au Coran que nous avons aujourd'hui. Il est là le problème. Il y a aussi cette ambivalence. Ils dansent sur 2 pieds. Des fois, c'est gréco-romain, gréco-latin. Des fois, c'est judaïco-chrétien. Donc, on ne sait pas quand on veut discuter. Ah non, mais attendez, notre tradition, elle est basée sur la gréco-romaine ou judéo-chrétienne. Donc des fois c'est ceci, des fois c'est cela, donc on ne sait pas à quoi sur quel pied danser, ils savent pas donc ce qu'ils proposent comme. Et puis et même quand si on continue l'analyse de plus près, donc on a dit par exemple quelle a été est-ce que les Espagnols ont eu la même contribution que les Allemands par exemple à la révolution industrielle ou dans la civilisation post-Renaissance. Mais on peut rentrer aussi en Espagne et voir dans le détail, est-ce que les Galiciens ont eu la même contribution que les Catalans? Oui. Est-ce que les Vénitiens ont eu la même contribution que les je ne sais quoi, les Provençaux par exemple, en France? Donc quand on va dans le détail, mais ça ils l'admettront jamais. Non. Il faut mettre tout le monde dans le même paquet. C'est une seule famille. C'est une seule famille. Donc, il y a un seul mérite, qui est le mérite européen. Et ils sont donnés le nom occidental. Donc c'est la civilisation occidentale, mais elle est floue en réalité. Là. On ne sait pas la définition. Il ne la donne pas. C'est quoi l'Occident? Donc c'est quelque chose, oui. Nous, par exemple, oui, là encore, il y a un autre problème qui se pose. Vous dites, l'orientalisme, c'est une science. Donc pour qui l'Orient, ça va de l'océan Atlantique jusqu'à Pékin. Tout à fait. Donc ils mettent tout le monde dans le même sac. Donc les musulmans, les hindous, l'Asie mineure, l'Asie centrale, ça n'a rien à voir avec l'Orient. L'Orient et l'Extrême-Orient, tout le monde est mis dans le même sac. Oui. Donc tout ça, c'est l'Orient. Oui. Est-ce que c'est quelque chose c'est des analyses objectives qu'on peut prendre au sérieux? Ni objectif, ni logique. Non, mais même quand vous parlez d'Occident, si vous êtes des Occidentaux, nous qui sommes dans le Maghreb, qui sommes-nous? Des Orientaux? Parce que vous savez, quand ils parlent de nous, qui sommes dans la rive sud de la Méditerranée, pour eux, nous sommes des Orientaux. Exactement. Nous faisons partie de l'Orient. Alors que le terme Occident, ils l'ont pris du chez nous. Oui, le Maghreb l'islam. L'Andalousie, c'est les géographes musulmans qui ont inventé le terme Occident. C'est l'Occident, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que, en fait, on ne veut pas aller dans la confrontation, là, c'est pas le but. On veut que l'analyse soit faite, une analyse objective, une analyse basée sur des principes, sur des faits historiques rigoureux, une méthodologie rationnelle, où l'objectif, c'est de découvrir ce qui s'est réellement passé. Peut-être que... Parce qu'on veut que, normalement... C'est pas un film qu'on imagine, c'est pas de la science-fiction. On veut comprendre les faits pour essayer d'analyser et corriger ce qu'il y a lieu de corriger, et de réformer ce qu'il y a lieu de réformer, de comprendre, d'être sur des bases vraies pour que le lancement soit. Mais là, ils vous lancent délibérément dans des bases fausses. Oui. Pour fausser la réflexion, pour fausser
pour fausser Oui. le tourne l'approche. autour du- Non pas le débat, mais si on veut que chez nous on relance la civilisation, eh ben ils vous mettent en fausse route directement parce que Oui, avez vous mal- n'avez pas les bonnes bases pour analyser, ils bien nous donnent analyser, les- essayer les- de les- récupérer les vraies clés. C'est ça le C'est problème. ça le. Oui. Et donc, et là, les vraies clés, on a devant nous ce qui s'est passé en Chine. La Chine, comment la Chine s'est développée depuis fin 79 jusqu'à 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine pour le développement de la science? 79, il n'y avait pas une grande production scientifique en Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut revoir. Et là, on voit très bien que le surplus démographique n'a jamais été un problème, au contraire. Il a été un atout pour le développement Pour le de la développement, recherche chez eux, oui. pour le développement. Donc, ils ont analysé, ils ont compris, et ils ont fait le transfert qu'il fallait. Donc, ils sont basés sur la même chose que ce qui s'est passé en Europe au Moyen Âge, donc pour le développement de la science, la révolution industrielle. Donc, ils ont changé de politique. Ils ont créé 4 académies des sciences. Ils ont lancé des travaux ou des programmes de recherche avec échéancier. Donc, ils se sont dit, c'était simple, par À exemple. telle année, il faut arriver à tel stade, il faut faire. Oui, exactement. avec des obligations. Des obligations et par la suite des analyses aussi. Pourquoi s'il y a eu manquement, s'il y a eu un surplus, s'il y a eu des écarts. Donc, on veut comprendre l'origine du problème. Et c'était une approche très terre à terre. Donc, les résultats qu'ils obtenaient, ils les appliquaient chez eux. Ils n'admettaient pas de solution importée. Donc, si je veux un logiciel pour gérer ceci ou cela, je le fais moi-même, même s'il n'est pas bon. Oui. Et puis je le corrige. Ou là, si j'importe quelque chose, je fais le transfert. C'est ce qu'on appelle justement. La reconstruction inverse. J'ai eu à donner une conférence à l'université de Tlemcen et ça portait sur ça, l'indigénisation des sciences. C'est ce qui a été fait par les musulmans. Exactement. C'est-à-dire que ils ont pris des Grecs, des Hindous, des Perses, des anciennes civilisations, ils ont développé, ils ont adapté tout ça, et on en a parlé justement avant cette conférence, et je vous en remercie d'ailleurs pour tout ce que vous m'aviez donné comme information. Ils ont utilisé donc le ilm al-falak, donc l'astronomie, et s'est retrouvée intimement liée à la détermination des heures de prière, des heures de prière, du pèlerinage, et etc. puis des mois Des lunaires mois, pour Ramadan. L'arithmétique a été utilisée dans les successions, la géométrie dans le kharaj. C'est incroyable. C'est-à-dire que on prend une science et on va essayer de la rendre aussi compatible et en adéquation avec la réalité locale, mais alors locale de chez local. On a parlé de ce que nous avons, de ce qui s'appelle le sana al-kharajiyya, al-mu'tadidiyya, je pense, pour le mu'tadid. Alors, lui, il était, pour Bagdad, par exemple, il se fiait au calendrier perse. En Égypte, on se fiait au calendrier copte. Et dans la région du Chem, c'était le syriaque. Et chez nous, c'était le latin, le romain. Le romain, oui. Et tout en étant fidèle et conforme au calendrier égérien pour la détermination, pour les affaires courantes et aussi pour la détermination du culte. Donc c'est ça le problème. Moi, quand je vois l'Algérie des années 80, où l'Espagne était 30 fois derrière, 30 places derrière nous, et puis ce qui a été réalisé là-bas, et là le déclin que nous vivons ici en Algérie, je suis désolé. Pourquoi ce travail ne peut-il pas être fait? Il est tout simple normalement. Il est tout simple parce que en fait l'origine du problème, elle est claire. Donc on peut pas vivre dans l'imitation. On ne peut pas essayer de vivre comme les autres sans être les autres. Donc nous sommes des gens qui mangeons le couscous, qui aimons ce que nous aimons. Donc on doit être nous-mêmes.
Oui. Donc, si on se détache de notre identité, on peut pas... Parce que tout ce qu'on va faire, tout ce qui a été fait comme recherche en Algérie, en fin de compte, ou bien a été mis dans les bibliothèques, ou bien a servi les autres. Donc, on a fait de la sous-traitance en termes de recherche pour les autres. Parce que les rares, il y avait quand même des axes de recherche qui étaient propres à nous. Par exemple, il y avait le fameux parasite de Biot, Oui. qui existe pour les palmiers. Les palmiers, oui. Il y avait 3 grands labos dans le monde. L'un en France, l'autre en Angleterre, et le 3e était à Biskra, en Algérie. Donc, pendant un certain moment, il était l'un des leaders dans la recherche dans cette... mais petit à petit, on a commencé à... la recherche. La recherche, c'est comme le dessert. Donc, on ne peut pas faire de la... Nous sommes des pays du tiers-monde. Nous sommes des pays osmans. C'est la recherche, c'est le dada des grands pays, c'est le dada des grandes nations. Eh ben, les grandes nations, si elles sont devenues grandes nations, c'est grâce à la recherche. C'est la recherche qui a créé l'industrie, c'est la recherche qui a créé tout ce la richesse, l'économie. Et puis, donc, en contrepartie, toutes ces industries, tout ce qui a été produit a alimenté la recherche. Et on est rentré dans le cercle de cette production de recherche et d'utilisation des résultats de la recherche. Et donc contrairement à ce que disent les Européens, ce n'est pas l'islam qui est un frein à la recherche ou un handicap pour les musulmans. Donc, le problème réside plus dans l'état d'esprit de ces peuples. Et puis l'islam lui-même, au contraire, l'islam encourage la recherche et la science. Mais il faut aussi corriger une chose. Là aussi, c'est très vicieux comme ils mettent comme ça et les gens et on a tendance à suivre. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? C'est l'islam. Ou là, c'est la société. Donc, c'est la société. En fait, si on est freiné, c'est parce que la société, elle est rétrograde, elle est ceci, elle est oui, cela. mais on va vous dire là, ensuite, par ricochet, que la société est rétrograde parce qu'elle est absolument influencée. Parce qu'elle est attachée à l'islam. Mais jusqu'à présent, c'est très bien que, par exemple, aux États-Unis, la culture scientifique chez les Américains, chez l'Américain moyen, elle est très, très, très basse. Oui, absolument. Et donc, la recherche, le développement, c'est le dada de la classe moyenne, d'une certaine classe de la société. Donc, il y a d'autres, comment dirais-je, paramètres qu'il faut introduire. En fait, c'est un problème de décision. Donc, si on veut que, donc, qu'est-ce qu'on décide comme décideur? Quelle est la place qu'on donne à la recherche? Quelle est la place qu'on donne à la science? La volonté politique. La volonté, absolument. Exactement. Aux hommes de science aussi. Voilà. Oui. Les hommes de science, c'est des hommes de science. Eux, ils ne dessinent pas de stratégie. Par exemple, je veux dire que quelle est l'importance qu'on doit donner aux hommes de science exactement, à l'individu. Dans la société. Oui, c'est ça aussi. Tout ça, donc, quand on voit par exemple que dans les grands pays, par exemple les États-Unis d'Amérique, quand on voit qu'ils ont plus de 10 000 centres de réflexion stratégique. Donc, il y a les petits départements, il y a les instituts, il y a les groupes think tank, il y a plein d'établissements, d'institutions pour créer la stratégie. Et quand on voit des pays entiers ou même un continent complet qui n'a pas de stratégie de développement, donc on ne doit pas s'attendre au miracle si on ne fait rien. Donc tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une stratégie de recherche, c'est qu'il y ait une stratégie de développement qui jongle, donc qui conjugue les différents aspects qu'on a. Donc les raisons, elles sont très simples. Certains savent très bien, donc ils nous mettent des pièges. Et certains savent très bien, ils rentrent dans le piège. C'est ça, c'est ce qui fait notre retard. Ce n'est lié ni à la culture, ni à la société. On peut être vraiment une société très terre à terre et être capable de produire la science parce qu'il y a une élite qui fait ça. La preuve, nous avons comme exemple concret l'Inde. Où les gens adorent n'importe quoi. Des vaches, des singes. Mais l'Inde est en train, il faut le dire, l'Inde est en train de faire partie des pays émergents, et même sur le plan scientifique. Absolument, ça produit de la science. Ça produit. Exactement. Alors que nos musulmans, le paradoxe, c'est que pour nos musulmans qui sont
comment dirais-je, des monothéistes qui avons une foi très logique et très rationnelle, alors que nous n'arrivons pas à parce que tout simplement, il y a beaucoup d'analphabétisme. Il n'y a pas de volonté aussi, il n'y a pas de volonté. Informatique, il y a beaucoup. Donc, il faut. Une fois, on en a parlé la dernière fois, c'était en discutant avec un collègue. Donc, il dit oui, vous voyez, par exemple, les sciences humaines qui ont été arabisées. Donc, voilà, donc c'est la langue arabe qui freine et tout. Je lui ai dit, les sciences chez nous, les sciences exactes et la médecine sont enseignées en France. Et on n'a pas de prix Nobel pendant 60 ans. On n'a pas de prix Nobel. Rien. Non, là, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Ah, parce que là, on va faire une analyse objective. Quand on est arabisant, donc on est nul. On est nul, par définition. D'entrée de jeu, voilà. on a un cerveau qui ne fonctionne pas. Et quand on est francophone, là, si on n'arrive pas à exceller, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Exactement. Oui. Et ça, c'est les freins. Donc il y a une dialectique qui est derrière. Et le problème, c'est que ce sont ces gens-là, ces fameux que nous appelons chez nous les francophiles, carrément, qui sont à la base justement de tous ces retards. Parce que chacun à son niveau ont joué un rôle plus que néfaste dans la détérioration autant de pratiquement tous les systèmes éducatifs, et j'en passe. Ils ont provoqué une haine de soi chez les jeunes. Oui. Donc certains jeunes, donc ils voudraient être autre chose parce que pour un complexe. Ils ont développé des complexes au lieu d'aller dans le positif et de dire allez vas-y tu peux faire tout ce que tu veux, les horizons sont ouverts, on est là, on est derrière toi, on te soutient, on te donne les moyens. Là non parce que tu parles ceci, tu parles cela et ça freine, ça bloque les jeunes. Parce que tout simplement, c'est des jugements de valeur, et ça a créé tous ces obstacles psychologiques chez certains qui empêchent aussi le développement. Donc, malheureusement. Ça aussi, Monsieur Boujnoun, un dernier mot parce que nous arrivons vers la fin justement de cette émission pour clore cette série. Je voudrais conclure par justement une citation d'un orientaliste honnête. Il s'agit du professeur Casanova, qui est prof au Collège de France, qui écrit dans son livre L'enseignement de l'arabe au Collège de France. Nous croyons les musulmans incapables d'assimiler notre pensée et nous oublions cette merveilleuse parole de leur prophète, la science est supérieure à la foi. Quel chef de religion, quel grand prêtre a osé prononcer un mot si hardi, lequel est aujourd'hui le credo de notre monde intellectuel, alors que le temps n'est pas loin où il eut paru un blasphème à la grande masse des esprits cultivés, en sorte que l'on peut dire que l'axiome le plus net de la liberté de penser, qui laisse bien derrière lui les propositions d'un Luther et d'un Calvin, a été énoncé par un arabe de notre 7e siècle, fondateur de l'islamisme. Absolument. Fin de citation. Donc c'est sur les propos de M. Casanova, ce grand orientaliste, que nous terminons cette série portant sur l'islam et la science. Y a-t-il compatibilité ou incompatibilité entre les deux? Nous avons tenté de démontrer, avec argument bien entendu, que c'est là une fausse thèse, que l'islam ne s'est jamais opposé à la science, à la véritable science. Maintenant, à l'heure actuelle, sommes-nous face, du moins selon ce que nous propose entre guillemets l'Occident, sommes-nous face à une véritable science ou sommes-nous tout simplement en train de patauger dans un scientisme, tout simplement? À vous, amis auditeurs, de faire justement cette analyse, de faire cette recherche. Nous avons tenté de vous éclairer autant que faire se peut et c'est là justement que s'arrête notre tâche, notre mission. Nous arrivons donc au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعل
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستور أوزاري وما قد تقدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم لا يزاهل ماثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنم إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما